Bonjour très cher être de lumière. Aujourd'hui, je viens te partager ma lecture de ce livre qui s'appelle Vieille fille et le sous-titre est Une proposition de Marie Coq. Euh, je me suis intéressée à ce livre vraiment par hasard, si jamais le hasard existe. En fait, ce qui m'a un peu titillé, c'est évidemment le titre, mais aussi ici, là, cette petite capsule Sélection Grand Prix des lecteurs 2024. Et je me suis dit, waouh, des lecteurs, donc il y a autant de femmes que d'hommes, bon, peut-être plus de femmes que d'hommes, je n'en sais rien, à vrai dire. Mais je me suis dit, enfin voilà, j'ai été intriguée par ce livre. Et un livre qui est relativement succinct, bon, 200 pages, écrit de cette façon-là, enfin, avec une typologie ainsi. Je perds mon marque-page, ça ne fonctionne pas pour tout à l'heure quand je vais te proposer une petite lecture. Euh, donc j'ai été attirée par ce livre et j'ai vraiment été séduite par euh, l'argumentaire, alors je ne sais pas si je peux appeler ça un argumentaire, en tout cas, ce que développe Marie Coq tout au long de ce livre, avec beaucoup d'authenticité. Je sens une profonde réflexion, mais pas dans quelque chose qui est intellectualiste, intellectualisant, écrasant euh, de théories et de notions vagues. Non, il y a quelque chose qui est très pragmatique. Je ne peux pas parler d'humour, mais en revanche, j'ai beaucoup ressenti de fraîcheur dans, euh, je vais dire son témoignage, parce que pour moi, c'est un témoignage. Alors, certainement qu'elle ne dirait pas ça. Moi, j'y vois un témoignage avec, encore une fois, beaucoup d'authenticité. Et cette fraîcheur, cette, on va dire, candeur de, de lorsqu'elle connecte avec des croyances, avec des choses, et que on peut penser que ces choses sont normales. Et avec candeur, elle va mettre en avant ces aspects-là que l'on peut considérer comme normaux pour s'interroger de leur pseudo-normalité et de creuser, de voir d'où ça vient et quelles en sont les conséquences pour nous aujourd'hui et comment est-ce qu'il est possible de sortir des éventuelles ornières qui sont placées dans ces choses dites normales que moi, dans ma façon que moi je vais appeler en fait des croyances. Et je trouve très sain ce qu'elle développe à travers donc cette proposition de déconstruire des croyances, non pas juste pour déconstruire point et dire c'est naze, je déconstruis. Non, c'est plutôt une réflexion comme une forme de méthodologie ou de process euh, où elle se rend compte autour de la thématique de la vieille fille, bien sûr, d'un certain nombre d'aberrations, de croyances qui ne sont pas amour, qui ne sont pas lumineuses. Et qu'est-ce qu'il peut être proposé à la place de ces croyances? Et elle ne va pas proposer des choses stéréotypées, déjà toutes construites, mais plutôt elle va faire appel à son propre témoignage, enfin son propre vécu, en fait, sa propre expérience. Et elle va vraiment à des endroits qui peuvent paraître assez inconfortables ou en tout cas peu usités dans les discussions quotidiennes. Est-ce qu'on parle très facilement de la vieille fille, de son statut? On va pouvoir en parler lorsqu'on va faire une blague, lorsque justement on va utiliser ce vocable vieille fille pour mettre à distance ou stéréotyper. Et donc c'est toute cette déconstruction-là qu'elle propose avec un vocabulaire qui est vraiment très tranquille. En tout cas, moi, je ne me suis pas sentie dans quelque chose de très intellectualisant, mais plutôt quelque chose de très abordable. Et puis, dans l'hypothèse où vraiment cette thématique ne te parle pas du tout, tu n'es pas curieux, curieuse à propos de cette thématique, je t'invite toutefois à
te procurer le livre ou peut-être tout simplement l'emprunter à quelqu'un et de lire uniquement la partie 7, donc qui est page 169, de 169 à 199 ou 201 plus exactement, 203 pages. Bref, ça te fait une trentaine de pages à lire. Et là, vraiment, pour moi, ça recèle de magnifiques pépites. Pépites, non, c'est des grandes pépites et pas des petites pépites. Il y a déjà des pépites avant et qui sont peut-être plus spécifiquement centrées sur le propos de vieilles filles. Je vais d'ailleurs lire une partie de ces pépites, puisque là, c'est page 198. Quand on est enfant et qu'on joue à la poupée, c'est parce que c'est l'idée qu'on se fait de l'âge adulte. Comme si, quel que soit notre âge ou la façon dont on est parent, avoir un enfant vous faisait basculer comme par magie dans le cercle fermé des grandes personnes. Je n'ai jamais vraiment compris ce lien de causalité, ou plutôt, je l'ai toujours vu comme étant monté dans le mauvais sens. Faire un enfant pour être adulte m'a toujours semblé moins logique qu'être adulte pour faire un enfant. Comment être responsable d'un autre qui ne sait rien alors qu'on n'est pas encore responsable de soi-même? Je ne parle pas d'avoir une bonne situation professionnelle ou une maison avec toute la batterie d'équipements ménagers ou des factures bien rangées selon un code couleur, mais de faire le tri dans nos névroses, celles dont nous avons hérité et celles que nous sommes susceptibles de transmettre, dans les désirs que nous croyons être les nôtres et que nous ferons porter à ceux qui nous succèdent. Je parle de savoir pourquoi on veut un enfant et comment on va le protéger du monde hostile, mais aussi de nous-mêmes, quel que soit notre amour et notre bonne volonté. Être parent ne veut pas forcément dire être adulte. Être adulte ne veut pas dire être un parent. Bien plus que l'homme adéquat, c'était peut-être finalement ça que j'attendais. Le moment où je me serais délestée de tout ce qui ne m'appartient pas et de mes réflexes de possessivité. Celui où je ne confondrais plus l'envie d'être aimé avec la peur du néant, l'amour avec l'accaparement. L'ironie de l'histoire est que j'ai travaillé dur pour en arriver à ce moment, ou à ce que je crois être ce moment, mais que le temps requis pour y arriver n'est plus celui de la biologie. Le moment où je peux envisager de faire un enfant sans créer trop de dommages est celui où mon corps n'est plus apte. La conclusion peut avoir l'air amère, mais elle ne l'est pas. Je sais qui je suis, sans le miroir d'un enfant ou d'un compagnon, et mon amour est enfin désintéressé. Je sais aussi que j'ai hâte de voir grandir les enfants des autres, et peut-être les enfants de ces enfants. Ça me va d'être pour eux une sorte de Mary Poppins qui fait irruption dans leur vie de temps en temps, mais qui ne s'installe pas. Ça me va de semer des graines sans accorder la moindre importance au fait qu'elles poussent ou non. D'avoir avec eux de grandes conversations d'adultes et d'être celle qui leur dit ce que les parents ne peuvent pas dire et que j'aurais aimé comprendre quand j'étais petite. Ça me va de n'être ni mère, ni épouse et de sentir qu'une transmission est possible avec ou sans moi. J'aime la fin de ce passage avec la dynamique de la transmission. Pour moi, ça m'amène vraiment à cette dynamique, cette envie où chaque personne de l'humanité est un potentiel transmetteur et récepteur, transmetteur d'informations, d'amour, d'énergie, de croyances, de valeurs, et récepteur également des mêmes choses. C'est comme une immense toile d'araignée, le fameux web, mais là, il ne s'agit pas d'Internet, mais plutôt du web d'énergie qui relie chaque membre de cette immense humanité qui est incarnée là sur Terre, mais qui a aussi déjà vécu et qui est partie de l'incarnation et vit sur d'autres plans. Et donc, cette transmission, pour moi, c'est ce réservoir vraiment immense auquel chaque être humain a accès
Et peut-être que les limitations de l'accessibilité correspondent justement à des interdictions, des croyances, des non-autorisations et encore plein d'autres choses, des blessures. Et peut-être que le sens même de l'incarnation serait de se rendre compte de tous les empêchements à être connecté au plus profond de la nature de chacun, la source, l'origine, le soleil central, je ne sais pas comment tu l'appellerais. Moi, je l'appelle la source. Et donc, cette transmission, c'est en tant que petite émanation de la source, j'incarne la source de cette façon et je la rayonne, je la montre comme ça. Je transmets ce qui m'est cher et je reçois aussi de l'autre ce qui lui est cher. Et ainsi, il y a vraiment un enrichissement mutuel, il y a possibilité d'ouvrir le regard sur d'autres univers que le mien, en prenant, en ayant conscience qu'il y a d'autres univers, que le mien reste le mien, qui n'a pas plus ou moins de valeur que l'univers des autres, c'est simplement que le mien, c'est le mien. Et en tant que mien, il est prioritaire, primordial parce que c'est mon centre de référence et que celui des autres, c'est celui de l'autre. Et que de ce fait, il n'y a vraiment plus aucun enjeu de vouloir convaincre l'autre que mon univers est mieux que le sien, ou de me laisser convaincre par l'autre que son univers est mieux que le mien. Voilà, pour moi, ce livre est j'allais dire une ode, mais je ne sais pas si on dit une ode ou un ode, alors je vais dire les deux. Une ode ou un ode à l'amour. Et ce, en 2026. Pas quelque chose de désuet, de suranné, quelque chose de vraiment pragmatique. Voilà, que tu sois intéressé ou non par cette dynamique de vieille fille, eh bien, je t'invite vraiment à lire le dernier chapitre, le chapitre 7, qui s'appelle Faire baisser la fièvre. Et un grand merci à Marie Coq. Je me suis régalée de cette lecture et j'espère que à toi qui m'écoutes, je t'ai donné envie de le lire ou peut-être simplement le feuilleter dans une librairie. Et puis, au même titre que à ma façon, je soutiens Marie Coq, même si elle ne le saura jamais, probablement jamais. Eh bien, si toi, tu veux me soutenir, je t'invite à cliquer sur le pouce et peut-être à t'abonner à ma chaîne. Quoi qu'il en soit, je te souhaite de te souvenir que tu es aimé, et ce, quelles que soient tes croyances. Goodbye!